Yorana Amitato. Du coup, Monsieur le Président du jury Yorana, Mesdames et Messieurs membres du jury, Mesdames les rapportrices, même s'il y en a une qui est absente, Monsieur le directeur de thèse Yorana, cher public, et merci à tous d'avoir accepté cette invitation, forme d'invitation. Voici une photo de Matarufo, la tête du poisson nommé Tahiti, dans la légende de Tahiti, dans la tradition orale. Teupoti au Tahiti, la tête du poisson. Cette montagne se trouve dans la presqu'île de Tahiti, sur la côte est, côte sauvage dite Paris, que certains connaissent bien, un lieu où on va uniquement en bateau ou à pied. Je suis née au Fenechiri, là-bas dans le coin perdu de Tautira, d'un père pêcheur et d'une mère ramasseuse de mapés. Les mapés sont des châtaignes d'une famille nombreuse, et pour ramasser les mapés, il faut aller dans les vallées. Et les vallées que je connais bien, Yurua, Vaita, Faroa, etc., que les archéologues ont foulé aussi, ont fait des recherches sur ces nombreuses vallées et ont découvert de nombreux marais qui méritent d'être exploités ou revus un jour. Donc, je parle de Sinoto et de Garanger. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pour échanger sur cette thèse que j'ai écrite, l'enseignement de la langue tahitienne aujourd'hui dans le second degré à Tahiti. Par tension pédagogique, j'entends crispation, frustration, violence verbale et symbolique dans le milieu du second degré, qui est un véritable microcosme social. Second degré par opposition au premier degré, où le personnel administratif et enseignant est plutôt composé de métropolitains selon les derniers chiffres de vice-doctorat de 2017-2018. Par ambiguïté culturelle, j'entends ambivalence dans le rapport à la langue, ambivalence dans le rapport à la culture. En d'autres termes, nous parlerons de rapport ambivalent des jeunes à la langue, puisqu'on parlera de malaise linguistique et social, du rapport ambivalent à la culture, on parlera de surenchère identitaire. Et évidemment, rapport ambivalent au savoir et à l'école. De qui s'agit-il? Des groupes sociaux qui sont les apprenants LCP, donc LCP langue et culture polynésienne, des collégiens et lycéens, des enseignants LCP, des chefs d'établissement, et nous aborderons les représentations très souvent négatives au sujet de la LCP. Pourquoi cette recherche? Pourquoi une forme d'urgence? Parce que nous sommes partis de plusieurs articles, notamment le plus parlant pour moi au départ de ma thèse, c'est celui qui a été écrit par Mirouz et Vernaudan, le tahitien plus de prestige et moins de locuteurs en 2002, où le constat a été celui d'une langue tahitienne qui est l'apanage de l'élite politique, religieuse et académique. Mais dans la réalité, dans les familles, la transmission n'est pas toujours faite, et c'était une situation alarmante à l'époque déjà, et ça évoque déjà le malaise social général face à la langue. Les recherches actions menées plus tard, notamment par les travaux expérimentaux de groupes, de laboratoires et d'universitaires nationaux et d'ici. Je parle de l'école Pomme et de Réo C3 de 2004 à 2014, plutôt dans le premier degré, ont eu des résultats satisfaisants en termes de revitalisation, d'apprentissage des langues dans le premier degré, parce que on a découvert que les apprenants, les élèves avaient de l'estime de soi, grâce à cet apprentissage, et grâce à cet apprentissage du Réo Tahiti, ils ont amélioré les progrès de lecture en français, par exemple. Et enfin, les travaux de la professeure Marie Salin et d'Emeline Leplin sur les représentations des enfants et des parents de 2014-2015 pour Marie Salin et plus tard pour Emeline montrent un rapport à l'école qui est aussi ambigu, et souvent les parents ont eu un rapport conflictuel à l'école, un rapport négatif et répressif. Donc, de tous ces travaux, on retrouve les enjeux et les finalités assignées au LCP, c'est-à-dire on doit enseigner le LCP pour des enjeux patrimoniaux, politiques et pédagogiques. Patrimoniaux, en effet, il s'agit de préserver la culture et les langues d'origine qui menacent de disparaître devant les effets de la mondialisation, globalisation. Des enjeux politiques évidemment forts,
puisqu'il s'agit de réparer les torts de la colonisation, et puis des enjeux aussi pédagogiques, puisque cet enseignement participe de la lutte contre l'échec scolaire et la déscolarisation massive. Il y a de ça dans les travaux. Par postulat, nous attendons en réalité observations et impressions recueillies durant mon expérience de praticienne et de formatrice auprès des enseignants du premier et du second degré. En effet, devant la déperdition linguistique des jeunes que je voyais en cours, leur rapport au français, au tahitien et à cette langue mélangée, dite interlangue parlée locale, devant l'assurance de façade que ces jeunes avaient quand ils déclamaient le orero, devant une forme de désamour de ces jeunes à s'inscrire en classe de réo, tout ça m'a porté à m'ont interrogé, m'ont interpellé, mais j'avais l'impression d'un malaise que j'ai cherché aussi à comprendre. Du côté des enseignants, il y a aussi eu un malaise par rapport au statut des langues. Un malaise ressenti lors des visites et des observations en classe. Cela m'a amené à formuler la problématique suivante, c'est-à-dire s'il y a un discours sociopolitique purement consensuel, favorable à l'apprentissage, à l'enseignement à l'apprentissage des langues, par la charte de l'éducation, par les lois de l'orientation de l'école, par exemple. Dans la réalité, ce n'est pas si simple. Donc, en quoi cet enseignement-apprentissage fait-il résistance? Et cela nous amène aux enjeux normatifs et éthiques de cet enseignement-apprentissage. Et donc, à partir de ces postulats, j'ai mis 3 hypothèses. En tant que praticienne lors de conseils de classe, on a pris des décisions à partir des résultats des élèves. Et l'hypothèse 1 et la 2 sont totalement imbriquées. C'est-à-dire que ma première hypothèse, évidemment, c'est sur les jeunes, les élèves, c'est une classe la classe de la LCP est un creuset d'élèves exclus de l'intérieur, c'est-à-dire dont on ne veut pas ailleurs. On ne veut pas d'eux, par exemple, en espagnol, donc on les met en tahitien. C'est pourquoi je parlais de l'hypothèse numéro 2, une orientation par le bas, un nivellement par le bas, et qui fait que la conséquence, c'est qu'en classe, j'ai émis l'hypothèse que la classe de la LCP était un concentré d'élèves indésirables. Pour l'hypothèse numéro 3, ça concerne plutôt l'enseignement l'enseignement dogmatique ou culturaliste des enseignants, qui est un autre héritage de la missionnaire. Voilà, cela m'amène à la posture de recherche par 2 biais, par 2 entrées, l'expérience personnelle et l'expérience professionnelle m'ont amené à trouver, ou à chercher en tout cas, une posture de recherche. Par ces 2 expériences, donc d'abord personnelle, locutrice, enseignante, j'ai trouvé des paradoxes intimes, c'est-à-dire j'ai trouvé des freins intérieurs. Le premier paradoxe en tant que locutrice, c'est la langue maternelle. Ma langue maternelle est le tahitien. En revanche, de la transmission à mon propre enfant au départ de cette recherche, comme beaucoup de parents, mais moi d'abord, je ne transmettais pas le Réo Tahiti à mon fils au départ. Donc, quand j'ai commencé cette recherche, je me suis posé la question, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça a commencé d'abord par moi. Ensuite, pour l'enseignante que j'ai été et que je suis, c'est en rapport avec le CAPES de Réo Tahiti, qui est l'imitation du CAPES du breton. Donc, c'est un programme national franco-français que l'on doit appliquer à Tahiti. Et donc, on a été amené à un moment donné à adapter, à créer d'autres choses. C'est bien, c'est la création pédagogique. Mais il y a aussi ces questionnements qui ont été parfois des questionnements presque très difficiles. Et donc, tout ça m'a permis de travailler sur mes propres représentations et de travailler aussi sur ce que j'ai eu du mal à identifier, mais qui était un complexe d'infériorité par rapport à tout ça, mais que on va réussir. J'ai cherché à dépasser avec beaucoup de lectures et beaucoup de réflexions, et notamment en découvrant
le mouvement intellectuel des post-colonial studies. Et en lisant Homi Bhabha, en lisant plusieurs auteurs de ce type, j'ai découvert que en réalité, c'était pas de mon fait propre, mais c'était évidemment lié à l'histoire coloniale. Et donc, ma méthodologie pour ce travail est une démarche compréhensible, approche holistique, la situation socio-économique, politique, juridique, culturelle. J'ai fait la collecte de données statistiques. Pour cette partie-là, elle était infructueuse. Je vous montre juste le tableau qui est une photographie des inscrits en 2017-2018. C'est difficile de l'exploiter, mais c'est pour vous montrer que je n'ai pas pu établir avoir des questionnaires, enfin avoir des données statistiques beaucoup plus importantes. En revanche, j'ai des données qualitatives des entretiens semi-directifs, et pour traiter ces données, j'ai utilisé les outils d'analyse classiques, de traitement, d'analyse de contenu, d'entretien compréhensif, et pour l'interprétation, les outils d'interprétation se comprenaient pensée humaine, inférence des sens, triangulation, recoupement d'occurrences pour trouver des catégories indigènes. Mon échantillonnage, j'ai essayé d'être représentatif, j'ai essayé de viser la représentativité. Alors, c'est plutôt cette diapo, c'est-à-dire que pour le volet apprenant, j'ai obtenu 3 collèges et 3 lycées de la même zone, c'est-à-dire un collège et un lycée de la zone urbaine, un collège et un lycée de la zone périurbaine par ici, donc par là aussi, et puis un collège et un lycée dans la zone rurale. Identique pour les enseignants, j'essaie de trouver du monde un peu partout pour qu'il y ait une représentativité au niveau du profil social, du public, etc. Donc, 84 adolescents, 16 enseignants LCP de génération sociologique qui va du plus jeune, 2 hommes plus jeunes et 4 hommes plus âgés entre les deux groupes d'hommes, des femmes de mon âge. Et tous ont un statut de CAPES et tous ont un héritage religieux. Ça, c'était une découverte qui était importante pour moi et qui a un impact évidemment dans la didactique. Pour les chefs d'établissement, uniquement 2 hommes, un principal de collège, un proviseur, et leurs caractéristiques, c'était qu'ils aient une sensibilité culturelle et linguistique. Les résultats de ces données ont montré, donc les représentations de ces groupes sociaux ont montré que pour eux, en tout cas pour les jeunes, le tahitien a un statut social de langue de la honte. On en a honte, c'est la langue de la capacité, de la boulie, c'est on est fiou, etc. Mais aussi c'est la langue de l'émotion. Alors l'émotion, c'est souvent la colère, c'est souvent fait de réprimande, mais c'est aussi la langue du cœur. C'est aussi la langue, évidemment, avec un fort attachement identitaire affectif par rapport aux générations des grands-parents, et une valeur économique, notamment dans les discours des lycéens. Ils sont conscients maintenant que le tahitien peut peut-être nous permettre de trouver un travail, en tout cas, est présenté ou est sollicité dans plusieurs concours. Donc ça, c'est un écho qui diffère des autres échos plutôt négatifs. Pour les enseignants, on retrouve le désarroi, enfin ce que j'ai perçu en malaise, dans le filtre des outils analytiques et interprétatifs, il est ressorti, il y a un désarroi didactique, un isolement, parfois un piétinement didactique par manque de cadrage et de pilotage entre notamment le premier degré et le second degré, et puis un autre groupe d'enseignants qui prennent le taureau par les cornes, comme dirait l'expression, et qui utilisent la pédagogie de projet et qui vont mettre la culture au centre de leur pratique, et ça va donner par exemple le Heiwatoria qui a eu lieu récemment. Pour le volet des chefs d'établissement, à partir de la sensibilité linguistique, c'est une sensibilité d'abord idéologique, c'est-à-dire que on se rend compte par la triangulation que tous les projets qui mettent la culture au centre aboutissent grâce à l'engagement des chefs d'entreprise, des chefs d'établissement, parce qu'ils peuvent utiliser ce qu'on appelle la marge de manœuvre sur le principe des réalités, c'est-à-dire qu'ils ont des tas d'impératifs qui viennent de plusieurs ministères, mais grâce à cette marge de manœuvre, ils peuvent
impulser et faire aboutir des projets pour valoriser ou en tout cas développer cet enseignement. En conclusion, en quoi l'apprentissage et l'enseignement du tahitien fait-il résistance? Eh bien, c'est pour trois, on va dire, on va garder trois points essentiels. C'est d'abord parce que c'est un terrain politique, c'est un contexte postcolonial au sens chronologique et au sens épistémique du terme, c'est-à-dire que, oui, de fait, enseigner les LCP a un enjeu politique fort. Langue de France a écrit récemment, Jacques, dans un nouvel article de 2020, la langue de France. Voilà. Donc, c'est intéressant et c'est important de resituer la LCP dans ce contexte politique. Et puis, deuxième point, au-delà des freins, c'est-à-dire des obstacles, on va dire, externes, difficultés logistiques, incompatibilité de calendrier. Moi, je suis à plein temps enseignant ici. Il fallait prendre rendez-vous dans les collèges auprès des enseignants qui ont bien voulu accepter qu'on prenne une heure de leur temps, etc. Donc, tous ces obstacles-là, des obstacles administratifs aussi, parce que, il faut le dire, il y a eu des autorisations non données, non faites, non abouties en tout cas, et donc relever une opacité administrative à ce niveau-là. Pour ce qui me concerne, l'UPF et l'UNC m'a permis de dépasser ces obstacles, on va dire logistiques administratifs, en me faisant bénéficier d'un tiers-temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et c'est une respiration pour nous qui travaillons en même temps et qui faisant en même temps de la recherche, c'est important de le souligner, c'était un coup de pouce important. Et puis, donc, pour finir avec les freins externes, il s'agit de l'isolement, je disais, pour certains enseignants. Donc, il y a tout un travail peut-être à faire là-dessus. Et le troisième point, et le plus important, ce sont les freins de l'intérieur, c'est-à-dire nos propres représentations, les représentations à la fois des jeunes avec un rapport ambigu à la langue, à la culture, des représentations négatives chez les enseignants eux-mêmes. On est mal à l'aise par rapport à la transmission. Est-ce qu'on doit enseigner le tahitien en français? Il y a des questions comme ça paradoxales. Voilà. Donc, des freins de chez nous d'abord. Et donc, si le rapport est ambigu, à la langue, à la culture, au savoir et donc à l'école est un rapport compliqué, c'est parce que c'est un rapport colonisé à la langue. Et donc, tout ça génère un malaise social, linguistique, donc général, et c'est le produit de l'héritage colonial. Et je finis avec cette citation de Jim Cummings: quand l'école rejette la langue de l'enfant, elle rejette l'enfant. Maru te faror amai.